Des larmes rouges coulèrent sur le visage d'une mère dévouée pendant la procession, ébranlant la foi de toute une ville. Un phénomène inexplicable transforma sa vie simple en un parcours d'épreuves divines et de doutes terrestres. Entre miracles et conflits familiaux, une femme ordinaire devient symbole d'espoir et de sacrifice. Une histoire sur la foi véritable qui transcende le visible. Préparez-vous à être ému, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez cette révélation céleste. Sur les terres vallonnées d'un village presque oublié, par le temps, où le ciel semblait toucher les montagnes au crépuscule, vivait Madame Simone. À 72 ans, elle portait sur son visage chaque histoire vécue, chaque saison affrontée, chaque graine plantée. Ses mains, calleuses comme l'écorce des arbres centenaires qui protégeaient sa petite ferme, n'avaient jamais connu le sens du repos. Mais c'était précisément ces mains qui gardèrent le secret le plus précieux de ces contrées, la capacité de faire jaillir la vie même de la terre la plus aride. Ce matin d'avril, alors que la rosée ornait encore les feuilles comme de minuscules diamants, Simone se réveilla avec une oppression inhabituelle dans la poitrine. Assise au bord de son lit en bois usé par le temps, elle fixa par la fenêtre les premiers rayons de soleil qui se hâtèrent d'annoncer le jour. Quelque chose était différent. Le vent murmurait des messages que seul son cœur expérimenté parvenait à déchiffrer. « Il pleuvra du sang avant que la pleine lune n'apparaisse 3 fois », pensa-t-elle, se rappelant le vieux dicton que sa grand-mère répétait lorsqu'elle pressentait des changements sévères. Ses pieds nus touchèrent le sol en terre battue, sentant la fermeté qu'il avait toujours soutenue dans les moments d'incertitude. Sa modeste maison, construite par les mains de son défunt mari 50 ans plus tôt, semblait l'accueillir dans une étreinte silencieuse chaque matin. Les murs en pisé, témoins muets de joie, de larmes et de prières, gardaient des secrets qui ne seraient jamais révélés. Chaque recoin de cette maison racontait un morceau de l'histoire de Simone, une histoire de résistance silencieuse et de foi inébranlable. Tandis qu'elle allumait la cuisinière à bois pour préparer son café noir, unique luxe qu'elle s'accordait quotidiennement. Elle pensa à ses 3 enfants que la vie lui avait donnés puis emmenés au loin. « Maman, la grande ville a besoin de notre force », avait-il dit l'un après l'autre, en portant de petites valises pleines de rêves trop grands. L'aîné, Jacques, était maintenant médecin dans la capitale. Le cadet, Antoine, travaillait avec des trucs d'ordinateur qu'elle ne comprendrait jamais. Et Marie, la Benjamine partie la dernière, laissant un vide encore plus grand, était institutrice quelque part sur le littoral. Tous envoyaient de l'argent chaque mois, tous téléphonèrent le dimanche, tous promettaient de revenir aux prochaines vacances. Mais la terre semblait engloutir ses promesses, tout comme elle engloutissait les graines que Simone plantait à chaque saison. Le café montait par la cheminée improvisée, répandant son arôme dans le voisinage presque désert. Des 20 maisons qui formaient autrefois la communauté de Clairefontaine, seules 7 gardaient encore leurs portes ouvertes. Les jeunes partaient, les vieux mouraient et le hameau dépérissait lentement, comme une plante sans arrosage. Sébastien, son voisin le plus proche et unique confident depuis la mort de son mari, frappa à la porte alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. « Simone, tu as senti la secousse cette nuit ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés de celui qui a vu un fantôme. « Aucune secousse, Sébastien. C'était juste le vent fort qui secouait les branches du vieux chêne, » répondit-elle, servant une tasse de café à l'ami, tout en sachant que quelque chose de plus profond agitait les entrailles de cette terre. « Ce n'était pas le vent, femme. La terre a tremblé. Madame Josette, de l'autre côté du ruisseau, a dit qu'elle a vu l'eau du puits bouger comme si quelqu'un y avait jeté une pierre. Et son coq a chanté en pleine nuit, 3 fois de suite. » Simone secoua la tête en signe de désapprobation. Elle connaissait bien les histoires exagérées de Josette et sa tendance à transformer les fourmis en éléphants. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Sébastien, une crainte authentique qui fit accélérer son cœur. « Et ce n'est pas tout », continua-t-il, baissant la voix comme s'il révélait un secret d'État. « Des hommes de la grande ville sont arrivés hier soir. Ils logent à l'auberge de Monsieur Antonin. On dit qu'ils sont venus pour acheter des terres. » La tasse en terre cuite faillit glisser des doigts de Simone. Les acheteurs de terre étaient comme des vautours. Ils n'apparaissaient que lorsqu'ils sentaient l'odeur de la mort. Dans ce cas,
la mort lente de Clairefontaine. Quelle terre veulent-ils acheter? Il ne reste presque plus rien par ici qui vaille le dérangement du voyage, dit-elle, essayant de paraître désintéressée tandis que son cœur martelait contre ses côtes. Nos terres, Simone, toutes, même ta petite ferme avec la source. La source. Ce petit œil d'eau qui jaillissait entre les pierres au fond de son terrain était le véritable cœur de Clairefontaine. Depuis qu'elle se souvenait, Simone prenait soin de cette source comme si c'était une extension de sa propre vie. Même pendant les sécheresses les plus sévères, lorsque les autres puits de la région s'asséchaient, la source de Simone continuait à jaillir une eau cristalline, comme si une force divine la protégeait. Et que veulent ces hommes avec notre eau? La compagnie minière qui a asséché la grande rivière il y a 10 ans ne leur a pas suffi? Questionna-t-elle, sentant l'indignation monter dans sa gorge comme du fiel. Ils disent qu'ils vont construire un complexe hôtelier, Simone, un endroit pour que les gens riches se reposent et prennent des bains dans une cascade artificielle. Les Sant'Adoro. Mots de Sébastien tombèrent comme des pierres dans son estomac. Un complexe hôtelier, des eaux artificielles, des étrangers envahissant le dernier souffle de paix qui restait dans cette vallée. Et sa source, son précieux don, transformé en attraction touristique pour des gens qui ne comprendraient jamais le flux sacré de ces eaux. « Il faudra me sortir d'ici morte », trancha-t-elle, avec la fermeté de celle qui a déjà affronté des tempêtes pires. Sébastien acquiesça, mais ses yeux révélèrent le doute. À 78 ans, avec une jambe plus courte que l'autre et une toux qu'aucune tisane ne calmait, quelle résistance pouvait-il offrir? Et Simone, seule dans cette modeste maison, avec quelle force lutterait-elle contre le progrès qui venait tout écraser sur son passage? Ils offrent beaucoup d'argent, Simone. Assez pour acheter une maison en ville, près de tes enfants. Peut-être qu'il est temps de te reposer un peu, suggéra-t-il, évitant son regard pénétrant. Le repos, c'est pour ceux qui sont fatigués, Sébastien. Et j'ai encore beaucoup de terre à labourer, beaucoup de graines à planter. Lorsque le voisin partit, portant sur ses épaules le poids de l'incertitude, Simone sentit que quelque chose se brisait en elle. Ce n'était pas la peur ni même la tristesse. C'était une sorte de fureur silencieuse, de celle qui pousse lentement comme des racines profondes, s'infiltrant dans les espaces vides de l'âme. Cet après-midi-là, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle marcha jusqu'au petit autel dans le coin du salon, alluma une bougie à Sainte Rita, la sainte des causes impossibles, et pria. Non pas les prières apprises que sa mère lui avait enseignées, mais des mots simples, directs, nés de l'urgence du moment. « Sainte Rita, donnez-moi la force, pas pour moi qui ai déjà vécu ce que j'avais à vivre, mais pour cette terre qui a encore de la vie à donner. » La flamme vacillante de la bougie semblait répondre, dansant des ombres sur les murs empisés. Un instant, Simone se sentit observée, comme si des yeux invisibles témoignaient de son moment de vulnérabilité. Un frisson parcourut son échine, lorsque dehors, un coup de tonnerre déchira le ciel sans nuages, signe que les anciens considéraient comme un présage de grands changements. Le lendemain matin, 3 coups forts à la porte annoncèrent l'arrivée des visiteurs indésirables. Simone, qui était déjà debout depuis le premier chant du coq, ajusta sa robe usée et noua un foulard coloré sur sa tête. Petit acte de dignité face à ce qui allait arriver. Ils étaient 3 hommes, 2 jeunes en costume bien repassé, avec des chaussures si brillantes qu'elles reflétèrent le soleil, et un plus âgé, dont l'expression amicale ne parvenait pas à cacher la cupidité dans ses petits yeux. Ce dernier s'avança, tendant la main avec un sourire trop large pour être sincère. « Madame Simone, je suis Bernard Dubois, directeur de promotion Nouvel Horizon. Voici mes associés, Luc et Fernand. Nous espérons ne pas vous déranger si... » Tôt, Simone n'accepta pas la poignée de main, ni n'offrit de café, manquement impardonnable à l'étiquette rurale qui signalait clairement sa position. « Je suis debout depuis que Dieu a peint le ciel en bleu, jeune homme. Que voulez-vous ici ?» Le sourire de Bernard Dubois vacilla une seconde, mais se reprit vite. Les hommes comme lui n'arrivaient pas là où ils étaient sans savoir gérer la résistance. « Eh bien, Madame Simone, nous venons vous apporter une proposition qui va changer votre vie. Saviez-vous que vous êtes littéralement assise sur un trésor? Le seul trésor que j'ai est celui que Dieu m'a donné.
cette terre pour planter et de l'eau propre pour boire, répondit-elle sèchement. Imperturbable, Bernard Dubois continua son discours préparé, parlant de développement, d'opportunités, de valorisation immobilière, des mots qui sonnaient étrangers aux oreilles de Simone. Pendant qu'il parlait, les deux autres circulaient sur le terrain, prenant des photos, faisant des annotations, mesurant des pas, comme des vautours étudiants, une proie. Et c'est pourquoi, Madame Simone, conclut-il finalement, nous sommes disposés à offrir 300 000 € pour votre propriété. C'est plus du double de la valeur marchande. 300 000. C'était assez d'argent pour acheter 10 petites maisons comme la sienne. De l'argent qui pourrait garantir des médicaments pour le reste de sa vie, des visites fréquentes à ses enfants, peut-être même une télévision à écran plat comme celle qu'elle avait vue chez Antonin. Un bref instant, Simone s'autorisa à imaginer une vie sans le poids quotidien de la houe, sans le réveil avant le soleil, sans la lutte constante contre les parasites et les sécheresses. Une vie de repos, peut-être dans la grande ville, près de ses petits-enfants qu'elle connaissait à peine. Puis, ses yeux se posèrent sur le vieux pommier à côté de la maison, celui que son mari avait planté le jour de la naissance de Jacques. Aujourd'hui géant, il fournissait de l'ombre, des fruits et un abri aux oiseaux qui emplissaient les matins de leurs chants. Combien d'histoires cet arbre pouvait-il raconter? Combien de rires d'enfants avaient résonné sous ses branches? Et si les arbres pouvaient parler, que dirait le vieux chêne centenaire qui gardait les limites de sa terre? Quelles excuses donnerait-elle au ruisseau qui serpentait joyeusement au fond de la propriété? Elle n'est pas à vendre, répondit-elle, finalement, avec un calme qui contrastait avec la tempête dans sa poitrine. Bernard Dubois cligna des yeux, confus. Il n'était pas habitué au refus, surtout quand l'argent parlait si fort. « Madame Simone, peut-être n'avez-vous pas bien compris. Ce sont 300 000 €, en liquide. Vous pourriez acheter une maison confortable en ville, être près des médecins, de vos enfants. » J'ai parfaitement compris, jeune homme. Et ma réponse est non, cette terre n'a pas de prix parce qu'elle n'est pas à vendre. Les yeux de l'homme d'affaires se durcirent. Le sourire cordial fit place à une expression calculatrice. « Vous savez que ce n'est qu'une question de temps, n'est-ce pas? Tous vos voisins ont déjà accepté de vendre. Que ferez-vous seul ici quand tout le monde sera parti? Quand il n'y aura plus personne pour vous aider si vous avez besoin? » C'était une menace voilée, mais Simone connaissait bien ce type de persuasion. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître quand on essayait de manipuler ses peurs. « Je suis déjà pratiquement seul depuis des années, jeune homme. Et pourtant la terre continue de me soutenir, et moi de la soutenir. Nous sommes de bonnes compagnes. » Bernard Dubois ajusta sa cravate, visiblement irrité. Les deux autres cessèrent leurs activités, percevant que la situation se compliquait. « Réfléchissez. Bien, madame. Nous ne parlons pas de sentiments, mais d'affaires. 400 000 € mon offre finale. Plus que ça serait une folie commerciale. » Simone ne répondit pas. Elle tourna simplement le dos et entra dans sa maison, fermant la porte. À travers la fenêtre, elle observa les 3 hommes conciliabuler sur son terrain, gesticulant comme des poules agitées. Finalement, ils montèrent dans leur voiture rutilante et partirent, soulevant la poussière sur le chemin de terre. Quand le silence revint, Simone sentit le poids de sa décision. Elle n'était pas idiote. Elle savait que ces hommes n'abandonneraient pas facilement. Ils avaient l'argent, le pouvoir et l'influence, des armes contre lesquelles sa houe et son chapelet semblaient insignifiants. Les jours suivants, la nouvelle courut dans ce qui restait de la communauté. Un par un, ses quelques voisins vinrent lui rendre visite. Certains pour essayer de la convaincre de vendre, d'autres pour exprimer un soutien silencieux. Sébastien fut le seul à rester fidèlement à ses côtés, malgré les doutes qu'il rongeait. « Ils m'ont offert le double pour ma terre, Simone. Ils ont dit qu'à cause de la source sur ton terrain, tout le projet dépend de ta vente. » C'était une information précieuse. Si son petit lopin de terre était si crucial, peut-être avait-elle plus de pouvoir de négociation qu'elle ne l'imaginait initialement. La nuit du 7e jour après la visite des hommes d'affaires, Simone se réveilla en sursaut. Un bruit métallique venait de la direction de la source. Saisissant sa lampe à pétrole et un bâton qu'elle gardait à côté de son lit, elle avança dans l'obscurité du jardin.
Deux silhouettes se déplaçaient furtivement entre les arbres. À la faible lumière de la lampe, elle reconnut les jeunes assistants de Bernard Dubois. L'un d'eux tenait une sorte d'équipement qui reflétait le clair de lune. « Que faites-vous sur ma propriété à cette heure » cria-t-elle, d'une voix qui ne révélait aucune peur. Les hommes se figèrent, pris en flagrant délit. Le plus jeune semblait réellement effrayé, mais l'autre garda son sang-froid. « Nous réalisons juste quelques mesures, madame. »« Simone, pour l'étude d'impact environnemental, » répondit-il avec une fausse cordialité. « Sortez immédiatement, ou j'appelle les gendarmes pour violation de propriété. » Les hommes échangèrent des regards rapides. Ils savaient que la menace était presque vaine. La gendarmerie la plus proche était à près d'1 heure de route, et ils ne se donneraient guère la peine de venir pour la plainte d'une vieille. « Dame, des mesures illégales n'aideront pas dans la procédure d'expropriation, » continua Simone, jouant un bluff désespéré. « Mon fils avocat m'a expliqué tous mes droits. » La mention d'un avocat dans la famille eut son effet. Ramassant rapidement leur équipement, les hommes s'éloignèrent, non sans laisser une menace en suspens. « Vous ne faites que retarder l'inévitable. Madame, ce projet se fera avec ou sans votre collaboration. » Quand ils disparurent dans l'obscurité, Simone se laissa tomber sur un tronc d'arbre abattu, tremblant non de peur, mais de fureur. Ils étaient prêts à agir dans l'ombre, comme des voleurs. De quoi d'autre seraient-ils capables? Le lendemain matin, elle découvrit la réponse à cette question. La source, sa précieuse source d'eau cristalline, était obstruée par de la terre et des pierres. Quelqu'un avait délibérément bloqué le flux naturel de l'eau. Ses mains tremblantes retirèrent les obstacles, libérant à nouveau le flux. Mais le message était clair. Ce n'était que le début. C'est à ce point critique que l'inattendu se produisit. Marie, sa fille cadette, arriva sans prévenir. À 42 ans, elle portait dans ses yeux la même détermination que sa mère. Et dans son cœur, un amour pour la terre que l'éducation dans les villes n'avait pas réussi à effacer complètement. « Sébastien m'a appelé, maman. Il m'a raconté ce qui se passe, » expliqua-t-elle, serrant la vieille dame dans ses bras avec force. « Je suis venu voir comment je peux aider. » Quelque chose en Simone se réchauffa. Une braise longtemps endormie par la solitude, qui maintenant se ranimait. Avoir Marie de retour, même temporairement, semblait un signe que la lutte en valait la peine. Ensemble, mère et fille commencèrent à articuler une résistance plus organisée. Marie, avec sa connaissance du monde et ses relations dans la capitale, apporta de nouvelles stratégies sur le champ de bataille. D'abord, elle contacta des journalistes amis, qui publièrent l'histoire de la vieille femme résistant seule contre un grand projet immobilier. Ensuite, elle mobilisa des groupes écologistes qui s'intéressèrent rapidement à la préservation de la source, l'une des dernières sources naturelles non contaminées de la région. Pendant ce temps, Simone continuait sa routine quotidienne, planter, récolter, prier. Mais maintenant, chaque acte prenait des allures de résistance. Chaque pied de chou qui sortait de terre semblait un petit soldat vert dans son armée silencieuse. La présence d'étrangers devint constante à Clairefontaine. Journalistes, militants, curieux, tous voulaient connaître la gardienne de « la source », comme Simone commença à être appelée dans les reportages. Son histoire simple s'était transformée en symbole de résistance contre la cupidité effrénée et le développement prédateur. Bernard Dubois ne tarda pas à réagir. S'il ne pouvait pas gagner par l'argent ou l'intimidation, il essaierait par la bureaucratie. Des questions surgirent sur les titres de propriété des terres, des insinuations selon lesquelles Simone ne serait qu'une occupante sans titre légal, des menaces voilées d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est alors que Jacques, le fils aîné, entra dans la bataille. En tant qu'avocat renommé dans la capitale, il apporta avec lui le poids de la loi. Il découvrit que les terres de Simone possédaient un titre de propriété légitime datant du temps de son grand-père. Plus encore, la source sur sa propriété alimentait souterrainement la rivière qui approvisionnait 3 communes voisines, ce qui en faisait une zone de préservation permanente selon la législation environnementale. Antoine, le fils cadet, contribua à sa manière. Avec ses connaissances en technologie, il créa un site web et des pages sur les réseaux sociaux racontant l'histoire de sa mère et dénonçant les pratiques douteuses
de Promotion Nouvel Horizon. En quelques jours, des milliers de personnes suivaient l'affaire, amplifiant la pression sur les investisseurs. La famille, autrefois dispersée aux quatre coins du pays, se réunissait maintenant autour d'une cause commune. Défendre non seulement un lopin de terre, mais tout un mode de vie, une histoire, un héritage. Le point culminant du conflit arriva 3 mois après la première visite des hommes d'affaires. Une assemblée communautaire fut convoquée dans la salle de l'ancienne école rurale, désormais désaffectée. D'un côté, Bernard Dubois et son équipe, avec des graphiques colorés et des promesses de progrès. De l'autre, Simone et ses enfants, soutenus par des militants écologistes et quelques rares habitants qui résistaient encore à la vente de leurs terres. L'homme d'affaires, maintenant clairement impatient face aux obstacles, présenta ce qu'il appela une proposition finale. Un complexe hôtelier écologique qui préserverait la source comme attraction centrale, de l'emploi pour les habitants locaux et une indemnisation encore plus importante pour Simone. 1 million d'euros, une somme qui fit murmurer la salle avec stupeur. Quand vint son tour de parler, Simone se leva lentement. Le silence envahit la salle. Elle n'était pas une oratrice expérimentée, mais chaque mot qu'elle prononçait portait le poids de décennies vécues en harmonie avec cette terre. « Monsieur, vous parlez d'argent comme si c'était la seule langue qui existe au monde. Mais cette terre parle d'autres langues, celle de la pluie qui tombe au bon moment, celle du vent qui annonce des changements, celle des graines qui ne germent que lorsqu'elles sont plantées avec amour. » Sa voix, habituellement douce, résonnait maintenant avec une force qui surprenait même ses enfants. « Vous m'offrez 1 million d'euros. C'est beaucoup d'argent, oui. Mais dites-moi, combien vaut le chant du merle qui me réveille tous les matins? Quel est le prix du coucher de soleil qui peint ma véranda en rouge? Combien coûtent les souvenirs de mon mari plantant chaque arbre de ce verger? Ce sont des choses que votre argent ne peut pas acheter, monsieur. » L'assistance, auparavant divisée, écoutait maintenant dans un silence respectueux. Même les alliés de Bernard Dubois semblaient touchés par la sincérité de cette femme simple. « Cette source n'est pas à moi pour la vendre. Elle était là bien avant moi, et elle sera là bien après mon départ. Je ne suis que sa gardienne pour un bref moment. Qu'est-ce qui vous donne le droit de la transformer en attraction pour touristes, juste parce que vous avez de l'argent? Pour le faire ?» Bernard Dubois tenta d'interrompre, mais Jacques, avec l'autorité d'un avocat, s'assura que sa mère puisse conclure. « Ma proposition est autre, » continua Simone. « Laissez la source et les terres environnantes en paix. Construisez votre hôtel plus loin si vous voulez. Mais ce coin de ciel que Dieu m'a confié, celui-ci restera préservé non pas pour moi, ni pour mes enfants, mais pour tous ceux qui viendront après nous. » Un silence profond suivit ces paroles. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. D'abord timides, puis plus forts, jusqu'à se transformer en une ovation qui fit trembler les vieux murs de l'école. Bernard Dubois, réalisant que l'opinion publique s'était complètement retournée contre lui, tenta une dernière carte. « Et qui garantit que vous, après notre départ, ne vendrez pas à quelqu'un d'autre, ou que vos enfants, après votre départ, ne feront pas de même ?» Ce fut Marie qui répondit, faisant un pas en avant. « Nous y avons déjà pensé. Nous proposons la création d'une réserve naturelle privée, légalement constituée. La source et les terres environnantes seront protégées par la loi, indépendamment de qui en sera le propriétaire. » La proposition prit même Simone par surprise. Ses enfants avaient planifié cela sans lui en parler, craignant sa résistance initiale à l'idée de renoncer au contrôle total sur ses terres. Mais maintenant, comprenant la portée de cette solution, elle acquiesça avec un sourire. Les mois suivants furent d'intenses activités à Clairefontaine. L'histoire de Simone avait gagné une projection nationale, attirant l'attention des autorités et des écologistes. Le projet du complexe hôtelier fut redessiné, s'éloignant de la zone de la source et intégrant des principes véritablement durables, non seulement comme stratégie marketing, mais comme condition imposée par la communauté mobilisée. L'ATA, réserve naturelle Simone Dubois, utilisant son nom de jeune fille ou le nom de son mari, ou peut-être réserve naturelle de Clairefontaine, fut officiellement créée, protégeant non seulement la source, mais toute la biodiversité environnante.
Un petit centre d'éducation environnementale fut construit à l'entrée de la propriété, où les visiteurs pouvaient apprendre l'importance de la préservation des sources d'eau. Ironiquement, la réserve devint l'une des principales attractions de la région, plus visitée même que le complexe de luxe qui fut finalement construit à 2 kilomètres de là. Simone, réticente au début, finit par assumer le rôle de guide occasionnel, partageant avec des visiteurs de tous âges ses connaissances ancestrales sur les plantes médicinales, les cycles de la nature et l'agriculture durable. Sa maison en pisé gagna quelques améliorations, une salle de bain intérieure, de l'énergie solaire, l'eau courante, mais resta essentiellement la même comme elle tenait à le maintenir. On ne rénove pas une vieille maison d'un seul coup, sinon elle perd son âme, disait-elle à ses enfants, lorsqu'ils insistaient pour lui construire une maison neuve. Le plus surprenant fut la renaissance progressive de Clairefontaine. Avec l'attention portée à la région, d'autres petites entreprises durables commencèrent à émerger. D'anciens habitants partis dans les grandes villes revenaient, apportant de nouvelles connaissances, mais avides des racines qu'ils avaient laissées derrière eux. De jeunes agriculteurs, inspirés par l'histoire de résistance de Simone, arrivaient en quête de terre pour la culture biologique. Un après-midi de printemps, 2 ans après le début de cette bataille qui semblait perdue, Simone s'assit sous le vieux pommier, observant un groupe d'enfants qui exploraient prudemment les berges du ruisseau. Guidée par Marie, qui partageait désormais son temps entre l'école en ville et un projet d'éducation environnementale dans la réserve. Sébastien, son fidèle ami, la rejoignit, apportant 2 tasses de café fraîchement coulées. Qui aurait cru, Simone, que ton entêtement sauverait non seulement ta terre, mais apporterait une nouvelle vie à tout le hameau? Elle sourit, acceptant le café avec gratitude. Ce n'était pas de l'entêtement, Sébastien, c'était la foi que la terre trouve toujours un moyen de se régénérer tant qu'on ne l'abandonne pas. Observant le soleil qui commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orange et roses, Simone ressentit une paix profonde. Sa lutte n'avait pas été vaine. Les graines de résistance qu'elle avait plantées avaient germé en quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Tu sais, Sébastien, j'ai passé toute ma vie à penser que ma mission était de cultiver cette terre. C'est seulement maintenant que je comprends qu'en réalité, c'était la terre qui me cultivait. Le vieil ami acquiesça en silence compréhensif. Plus de mots n'étaient nécessaires entre eux. Le vent doux agitait les feuilles du pommier, créant une musique qui semblait bercer les rêves d'un avenir qui, finalement, était arrivé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire à la source de Simone. L'eau, toujours cristalline, se mit à présenter une coloration légèrement bleutée à certaines heures du jour, surtout à l'aube. Certains disaient que ce n'était qu'un effet de la lumière se reflétant sur des minéraux naturels. D'autres, plus connectés aux anciennes croyances, murmuraient des bénédictions divines et des eaux miraculeuses. La nouvelle se répandit rapidement. Bientôt, des gens des villages voisins commencèrent à visiter la source, apportant des bouteilles pour emporter un peu de cette eau spéciale. Des histoires de guérisons inexplicables commencèrent à circuler. Les rhumatismes de Madame Josepha, qui s'était améliorée après des bains quotidiens, l'asthme du petit Miguel qui avait mystérieusement disparu, les maux de dos de Monsieur Antoine qui avait fait une trêve après des décennies de souffrance. Simone observait tout cela avec un mélange de scepticisme et de révérence. Elle ne croyait pas aux miracles instantanés, mais connaissait bien le pouvoir curatif de la nature lorsqu'elle est respectée dans ses cycles. Peut-être la véritable guérison résidait-elle dans l'acte de foi de ces personnes, dans la reconnexion avec la terre, dans le silence contemplatif près de la source, loin du bruit et de la précipitation des villes. Les enfants de Simone réagissaient différemment au phénomène. Jacques, toujours rationnel, s'inquiétait de l'exploitation commerciale qui pourrait surgir. Antoine voyait le potentiel pour des études scientifiques sur la composition minérale de cette eau si spéciale. Marie, la plus sensible au savoir traditionnel, y voyait une opportunité de raviver des connaissances ancestrales sur la guérison et le bien-être. Dans une tentative d'organiser ce pèlerinage spontané, la famille décida d'établir quelques règles simples. Les visiteurs ne pourraient emporter de l'eau que pour un usage personnel, jamais pour la vente.
L'accès à la source serait limité à certains horaires pour permettre la régénération naturelle du site. Et une petite contribution volontaire serait suggérée pour l'entretien de la réserve. C'est dans ce contexte que Bernard Dubois réapparut, près de 6 mois après l'accord qui avait redessiné son projet initial. Cette fois, il vint seul, sans l'attitude arrogante d'autrefois. Il demanda à parler à Simone en privé, une demande qu'elle accepta avec prudence. Assis sur la simple véranda, observant le mouvement des visiteurs qui arrivaient à la réserve, il révéla enfin le motif de sa visite. « Madame Simone, je suis venu vous demander pardon. » La demande, inattendue et apparemment sincère, la prit au dépourvu. Ses yeux expérimentés cherchèrent dans les siens un signe de fausseté, mais ne trouvèrent qu'une fatigue authentique. « Pardon pourquoi exactement ?» questionna-t-elle, sans hostilité mais avec la franchise qui la caractérisait. « Pour ne pas avoir vu ce que vous voyiez. Pour avoir pensé que le progrès ne pouvait venir qu'en détruisant ce qui existait déjà, au lieu de se construire en harmonie avec. » Bernard Dubois expliqua que le complexe hôtelier, construit selon les nouveaux principes durables, prospérait bien au-delà de ses attentes. Les touristes venaient spécifiquement attirés par la possibilité d'être proches de la réserve naturelle et de l'histoire de résistance qu'elle représentait. « Vous avez transformé ma défaite en la plus grande leçon d'affaires que j'ai jamais reçue, » avoua-t-il, avec un sourire las. « J'ai appris que préserver peut être plus rentable que détruire. » Simone resta silencieuse quelques instants, traitant ses paroles. Elle ne s'attendait pas à une conversion aussi complète de cet homme qui avait représenté tout ce qu'elle combattait. Pourtant, quelque chose dans son intuition lui disait qu'il y avait de la vérité dans cette transformation. « Vous me semblez différent, » observa-t-elle finalement. « Moins cupide. » Bernard Dubois rit sans humour. « La cupidité a un prix, Madame Simone. Dans mon cas, ce fut un infarctus il y a 2 mois. Les médecins ont dit que c'était dû au stress. Moi, je sais que c'était à force de courir après l'argent, sans jamais avoir le temps de le dépenser pour des choses qui comptent. » La révélation apporta une nouvelle dimension à cette rencontre. Ils n'étaient plus seulement des adversaires réconciliés, mais 2 êtres humains partageant la fragilité de l'existence. « L'eau de la source ne guérit pas un cœur cupide, » dit Simone, avec une touche d'humour dans sa sagesse. « Mais changer de vie, ça oui, ça peut faire battre un cœur mieux. » Ils conversèrent encore un moment, partageant leurs perspectives sur la transformation que Clairefontaine expérimentait. Avant de partir, Bernard Dubois fit une proposition surprenante. Il voulait financer l'expansion du centre d'éducation environnementale de la réserve, le transformant en un institut de recherche sur les sources et la durabilité. « Ce sera une façon de rendre ce que j'ai essayé de prendre ici, » expliqua-t-il. « Et peut-être que cela aidera d'autres communautés à préserver leurs propres sources. » Simone ne donna pas de réponse immédiate. Elle devait consulter ses enfants et la communauté qui participait désormais activement aux décisions concernant la réserve. Mais la graine de cette idée trouva un sol fertile dans son cœur. 2 ans se sont écoulés depuis lors. L'Institut de recherche environnementale de Clairefontaine est devenu réalité, attirant des scientifiques, des étudiants et des militants de tout le pays. Le petit hameau, qui semblait condamné à l'oubli, revivait avec une énergie renouvelée. Des maisons abandonnées accueillaient de nouveaux habitants. De jeunes agriculteurs établissaient des cultures biologiques. Des artisans locaux trouvaient un marché pour leurs produits parmi les visiteurs. Simone, maintenant âgée de 77 ans, continuait dans sa maison en pisé améliorée, refusant catégoriquement d'échanger sa cuisinière à bois contre une cuisinière à boutons, comme elle appelait les électriques. Ses enfants, autrefois lointains, participaient désormais activement à la vie de la communauté. Marie avait déménagé définitivement à Clairefontaine, assumant la coordination éducative de l'Institut. Antoine partageait son temps entre la capitale et le hameau, apportant des technologies durables et des connaissances numériques à la communauté. Jacques, tout en maintenant sa carrière dans la grande ville, était une présence constante les week-ends, aidant à établir la base juridique pour des projets communautaires. Un dimanche après-midi, alors que la famille était réunie pour le déjeuner hebdomadaire, Simone observait ses petits-enfants. 2 de Jacques et 1 de Marie jouaient autour de la source. La plus jeune, âgée de seulement 4 ans, parlait à l'eau comme si celle-ci pouvait répondre.
créant des histoires fantastiques sur des fées aquatiques et des royaumes souterrains. « Mamie, l'eau m'a raconté un secret », annonça la petite, les yeux brillants, en revenant près des adultes. « Et quel était ce secret, ma fleur ?» demanda Simone, entrant dans le jeu. « Elle a dit que tu es un arbre magique déguisé en personne, que tes racines vont si profond dans la terre qu'elles touchent le cœur du monde. » Les adultes rirent. De l'imagination enfantine. Mais Simone sentit quelque chose vibrer en elle. D'une certaine manière, cette fantaisie contenait une vérité profonde sur sa connexion avec cette terre. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Simone revisita mentalement tout le parcours des dernières années. Comment sa résistance, solitaire, s'était transformée en un mouvement. Comment son petit acte de courage avait inspiré tant de changements. Ce n'était pas de la vanité qu'elle ressentait, mais une sorte de gratitude révérencieuse pour le rôle qui lui avait été accordé dans cette histoire plus grande. Elle savait qu'elle ne vivrait pas pour voir tous les fruits de cette transformation. Comme la graine qui se sacrifie pour que l'arbre pousse, son temps était limité. Mais elle observait avec une satisfaction sereine les pousses qui naissaient déjà, dans les yeux curieux des enfants qui apprenaient à aimer la terre, dans l'énergie renouvelée de la communauté qui redécouvrait ses racines, dans le soin avec lequel chaque goutte d'eau était désormais traitée. « On sème sans savoir exactement ce qu'on va récolter », murmura-t-elle pour elle-même, tandis que le sommeil arrivait lentement. Mais semer est déjà en soi un acte de foi en l'avenir. Dehors, la source continuait son flux éternel, indifférente aux drames humains, mais d'une certaine manière entrelacée au destin de cette communauté. Et dans les profondeurs de la terre, où les racines ancestrales rencontraient les eaux souterraines, quelque chose vibrait en parfaite harmonie. La même harmonie que Simone avait toujours ressentie, même dans les moments les plus difficiles, même lorsqu'elle avait été complètement seule dans sa résistance. La vérité qu'elle comprenait maintenant pleinement et qu'elle transmettait silencieusement à tous ceux qui croisaient son chemin était simple et profonde. Personne n'est réellement seul lorsqu'il se met au service de la vie. Et il n'y a pas de force plus puissante que celle d'une graine déterminée à fleurir, aussi aride que puisse paraître le sol. À mesure que les saisons se succédaient et que Clairefontaine s'épanouissait dans sa nouvelle identité, l'histoire de Simone devenait légende, transmise de génération en génération, non pas comme le récit d'une bataille entre le progrès et la tradition, mais comme le souvenir pérenne que le véritable progrès n'existe que lorsqu'il honore les racines du passé, tout en étendant ses branches vers l'avenir. Et la petite source continuait son murmure constant, gardant des secrets anciens et promettant des histoires nouvelles, dans un cycle infini de renouveau qui, comme la vie elle-même, trouve toujours un chemin pour aller de l'avant.